Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un scandale que beaucoup de gens ignorent. Il s'agit de prêts garantis par l'État. C'est une expression dont on entend beaucoup parler, surtout après les crises. On en a entendu parler après la crise financière de 2008 et à nouveau, après cette crise sanitaire, on commence à entendre parler de prêts garantis par l'État. Qu'est-ce que c'est ? À qui cela profite exactement? Qui est censé les payer? L'enveloppe est impressionnante. L'État débloque 7 milliards d'euros pour éviter la faillite d'Air France. La compagnie recevra 4 milliards d'euros de prêts bancaires garantis par l'État et 3 milliards de prêts directs de l'État. Renault également a profité de ce PGE, donc de ce prêt garanti par l'État, à hauteur de 5 milliards d'euros. Tu vas voir que on va traiter dans cette vidéo en particulier Renault. Ce n'est pas le premier PGE qui l'obtient. Constructeur Renault a 5 milliards d'euros en plus sur son compte en banque, puisque ça y est, il a obtenu hier soir son prêt garanti par l'État. Alors on se souvient que Bruno Le Maire avait demandé des contreparties. L'État en a eu des contreparties de Renault? Aucune. Des garanties? Aucune. Il y a un plan de 2 milliards d'économies qui est toujours là, 4600 départs non contraints qui sont toujours là, dont la moitié de cadres et d'ingénieurs. Des sites réorganisés en France avec un site qui fermera, Choisy-le-Roi, dont l'activité en 2024 arrivera sur le site de Flins, donc il n'y a pas de contrepartie. Et Bruno Le Maire a pourtant bien signé. On va rentrer dans le détail justement concernant Renault et tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière justement ce prêt garanti par l'État. Expliquer justement tout ce concept de prêt garanti par l'État, on va devoir passer par un rapide rappel au niveau de la bourse, au niveau de la finance, comment ça fonctionne exactement. Prenons une société. Donc, nous, en l'occurrence, ce qui va nous intéresser, c'est la société Renault. Elle va avoir besoin de financement. Alors une société, quand elle a besoin de financement, elle se tourne vers une banque pour obtenir un prêt ou des investisseurs tels que des fonds d'investissement. Ok, mais lorsque c'est à un niveau très élevé, très important, le besoin de financement est très important, eh bien très souvent ces entreprises vont se tourner vers des actionnaires. Donc ils vont faire ce qu'on appelle une IPO, c'est-à-dire une entrée en bourse pour pouvoir lever des fonds directement sur la place boursière. Ok, donc comment ça fonctionne concrètement? Pour faire très simple, une entreprise, il faut la voir comme une sorte de titre propriété qu'on va pouvoir diviser en plusieurs morceaux. Okay, et ces différents titres de propriété, donc divisés en petits morceaux, on va les vendre, on va les mettre sur donc, une place financière. Okay, et en face, on va avoir des actionnaires. Okay, on va avoir des actionnaires qui vont être de l'autre côté, qui vont finalement acheter ce petit titre de propriété, donc ici c'est la bourse, un petit billet, ok, ils vont acheter ce titre de propriété, en contrepartie, ils obtiennent donc le titre de propriété contre un investissement, le prix du titre de propriété, ok, ce qui permet à l'entreprise, lorsque on a un grand nombre, bien entendu, en face d'actionnaires, de pouvoir obtenir donc du financement. Encore une fois, on le fait à un niveau entreprise énormément développé. Lorsqu'elle va se mettre en bourse, ça va lui permettre de lever des fonds très importants. Par exemple, les entreprises qui ont levé le plus de fonds dès leur entrée en bourse, telles que Alibaba, telles que Facebook, ça se compte en plusieurs dizaines de milliards. Okay, donc ça va leur permettre donc d'obtenir du financement. Alors ce qu'il faut tout de même préciser, c'est qu'en général les propriétaires de la société ne vont pas mettre la majorité de leur société en bourse. Ils vont mettre qu'une minorité, ce qui leur permet de maintenir la majorité. Donc ici on a les dirigeants, propriétaires et actionnaires principaux de cette société. Alors à présent, on peut se poser la question, ok, quel est l'intérêt pour l'actionnaire? Donc déjà, qui sont ces actionnaires? Alors, ces actionnaires représentent en réalité un grand nombre de profils différents. Il peut y avoir des épargnants, comme vous et moi, qui souhaitons investir en bourse, acheter des titres de propriété d'une société. Ça représente un gros pourcentage. Plus d'un tiers des actionnaires qui achètent donc en bourse sont des épargnants. Mais il peut y avoir également des États. Okay, des États, effectivement, qui vont également être actionnaires dans les sociétés. Par exemple, pour rester sur notre cas de Renault, 6% de Renault est détenu par la France, par l'État. Okay, et ça peut être également des États étrangers qui détiennent des pourcentages, une part importante consistant de différentes sociétés. Il peut y avoir également des entreprises également.
les entreprises peuvent également être actionnaires d'autres entreprises. Et enfin, eh bien, tout ce qui est établissement financier. Les établissements financiers, bien entendu, vont également investir massivement au niveau de différentes sociétés, puisque ça va être finalement leur métier, hein, leur fonds de commerce, d'acheter et de revendre. On va le voir par la suite de quelle façon ils vont s'y prendre. Alors donc, je vous disais, quel est l'intérêt pour l'actionnaire finalement de détenir ces titres de propriété? Il y a deux modes de rémunération du côté donc de l'actionnaire. Le premier, eh bien, tout simplement, c'est l'évolution de la cote de l'action, c'est-à-dire que par exemple pour Renault, qui est entré en bourse dans les années 90, en 1994, sa cote était à 181 $ de l'action. Ok, donc c'était en 1994. Et puis 4 années plus tard, donc en 98, l'action a connu son plus haut dans les alentours de 343 $. Okay. Du coup, l'actionnaire qui détenait un titre de propriété de Renault, eh bien, il a vu son portefeuille finalement passer quasiment, admettons, il n'avait qu'un seul titre, de 181, 4 ans plus tard, est passé à 343 $. Okay. Simplement en ayant acheté ce titre de propriété au bon moment. Ça c'est le bon cas de figure, bien entendu. Par exemple, toujours pour rester dans le cas de Renault, parce qu'effectivement, eh bien, bien entendu, ça peut augmenter. De la même façon, ça peut également descendre. Un an plus tard, toujours sur le titre de Renault, en 99, eh bien, l'action a quasiment divisé par 10. Divisé à un niveau de 33 $. De la même façon, si notre actionnaire a donc acheté son titre de propriété, admettons, à l'entrée en bourse de Renault en 94 à 181 $, et s'il a conservé son titre, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas vendu entre-temps, qu'il a conservé par exemple jusqu'en 99, eh bien, il a vu son titre baisser à 33 $. Donc, ce qui lui fait une perte considérable. La deuxième raison que les actionnaires en fait, achètent des titres de propriété, c'est également pour recevoir des dividendes. C'est-à-dire que vous avez une société ici, donc Renault, qui a donc à la fin de l'année réalisé son bilan. Okay. Dans son activité, elle a bien entendu un grand nombre de charges qui vient soustraire son chiffre d'affaires, donc ses ventes, et à la fin, elle dégage un bénéfice qui est ici. Très bien. Donc ça, c'est le bénéfice réalisé une année X par Renault. Eh bien, pour récompenser ses actionnaires, de lui avoir finalement donc avoir investi de l'argent dans la société par le biais de l'achat d'actions, Renault, ce que va faire, Renault tout simplement va redistribuer ce qu'on appelle les dividendes, c'est-à-dire reverser une partie des bénéfices. Ok, donc partie des bénéfices qui repartiront près des actionnaires. On appelle ça des dividendes. Dividendes, donc c'est une part à la hauteur des actions que vous détenez, une part des bénéfices qui ont été réalisés. En général, lorsqu'une société se développe, puisqu'elle a besoin de financement, elle ne verse pas des dividendes. C'est le cas de grand nombre de sociétés telles que Google et autres sociétés qui sont en plein développement. En revanche, après un certain nombre d'années, eh bien pour récompenser les actionnaires et lorsque la société est moins en phase de développement, finalement, elle est plus dans une exploitation de son activité, à ce moment-là, elle reverse donc une partie de son bénéfice qu'on appelle des dividendes. Et c'est également un signe de bonne santé, ça signifie bien entendu qu'elle génère des bénéfices. Donc c'est ce que également Renault va faire en réalité sur les 20 dernières années. Alors une grande question qui est posée, c'est de savoir est-ce qu'un titre de propriété ou est-ce que la valeur d'une cote d'une société X représente la valeur économique de l'entreprise dans la vie économique réelle. Est-ce que il y a une connexion entre ce qui se passe en bourse et dans la réalité? En théorie, oui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on l'a vu au début, un titre de propriété est en réalité la division, une part de la valeur de la société. On
pris la société globale, on l'a divisé en petits coupons. Donc, si on prend ce petit coupon, on le multiplie par le nombre de coupons existants, on devrait avoir la valeur économique de la société. Sauf que ça, c'est la théorie. Car en réalité, dans la pratique, il se passe un autre phénomène. C'est la partie, en fait, ce qu'on appelle le marché secondaire, qui est ici. Ça, c'est le marché primaire, lorsqu'une entreprise recherche du financement. Et il y a le marché secondaire. Le marché secondaire, où on va en fait acheter et revendre, on est purement dans le principe économique de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que plus il y a une demande importante, c'est-à-dire des actionnaires qui cherchent à acheter un titre, et puis le prix va augmenter. Et inversement, plus les actionnaires sont vendeurs, donc l'offre est importante, alors à ce moment-là, le prix va chuter, comme pour tout bien. Et c'est ce qui va se passer dans ce qu'on appelle le marché secondaire. Parce qu'en réalité, il y a deux marchés. Il y a le premier marché en bourse primaire lorsqu'une société recherche du financement, et il y a un deuxième marché, ce qu'on appelle le marché secondaire, où on est dans du pur spéculatif. Autrement dit, spéculation, ça consiste à essayer d'acheter le moins cher possible pour revendre le plus cher possible et gagner la différence. C'est là où les établissements financiers interviennent énormément. Donc ça, c'est extrêmement important de bien comprendre cette partie risquée qui existe dans la finance de marché. Renault a été privatisé progressivement depuis 1990 et a fait appel à l'État à 3 reprises. 1980, Renault demande un chèque de l'État pour purger ses dettes et y obtient 18 milliards de francs. 2008, à la suite des subprimes, ils obtiennent cette fois un prêt de 3 milliards à un taux défiant toute concurrence. Et enfin, 2020, Renault obtient un PGE, un prêt garanti par l'État, à hauteur de 5 milliards d'euros, toujours avec un taux préférentiel et sans contrepartie, mis à part le non-versement des dividendes. À la suite de ce sauvetage, on évoque un plan de restructuration de 2 milliards d'euros. Donc en clair, il s'agira de licenciements avec la fermeture de certains sites. Le constructeur automobile est au bord du gouffre. Il en découle la nécessité de réaliser 2 milliards d'euros d'économies sur 3 ans et cela implique aussi des suppressions de postes, 15 000 dans le monde, ce qui représente 8% des effectifs de Renault. Et puis 4 600 postes sont également concernés en France, ce qui représente là 9,5% des effectifs. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que Renault a versé des dividendes de manière régulière, étrange pour une société fragile financièrement. Et pire, ces dividendes ont été en constante augmentation. Voici donc l'évolution des dividendes avant la crise 2008. On constate la même progression sur la période avant 2020, avec des augmentations d'en moyenne plus de 20% chaque année. Les difficultés remontent à bien avant, modèle dépassé, montée en gamme raté, partenariat avec Nissan et Mitsubishi qui bat de l'aile avec l'arrestation de Carlos Ghosn. Résultat, la baisse des ventes était amorcée dès 2018 après une progression entre 2015 et 2017. 2018 a marqué le début de la baisse des ventes qui s'est accentuée en 2019, moins 3,4%. Donc vous l'avez bien compris, il y a deux problèmes par rapport à ce système-là, ce fonctionnement. Dans un premier temps, on a une société qui génère des bénéfices. On voit que cette société, depuis un moment, quelques années, commence à être fragile économiquement. Donc, on l'a vu entre 2000 et 2008, juste avant la crise financière, la situation économique de Renault commençait un petit peu à battre de l'aile. Malgré tout, la société décide de reverser des dividendes, une partie des bénéfices, aux actionnaires. Ces dividendes ont été en constante augmentation d'année après année. Après, comme on l'a vu précédemment, après avoir payé toutes ces charges, notamment les salaires, ce bénéfice a été reversé en partie aux actionnaires. Premier point sur lequel il y a des questions à se poser, c'est si on est dans une situation qui est potentiellement économiquement assez instable ou fragile, est-ce qu'il ne serait pas mieux de conserver justement ce bénéfice pour avoir du financement lorsque les périodes de vache maigre arrivent, ça permet justement de soutenir l'exploitation de la société. Ce qui n'a pas été fait puisque les dividendes sont versés année après année. Et ce qui est encore d'autant plus inquiétant, c'est que ce schéma-là s'est reproduit 2 fois. Entre 2000 et 2008, on l'a vu, les dividendes sont en constante augmentation, puis crise. C'est reparti de plus belle en 2010. Dividendes en constante augmentation, puis crise. Donc, ça signifie qu'ils ne retiennent pas des leçons de ce qui se passe.
dans un premier temps. Ensuite, dans un second temps, et là c'est encore plus inquiétant, c'est qu'on va faire à la suite donc, de cette crise, on fait appel à l'État pour envoyer, soutenir financièrement avec un prêt garanti par l'État. Ça signifie que ce prêt garanti par l'État nous permet, donc au niveau de la société, d'obtenir un financement à un taux défiant toute concurrence. Okay, et ça, c'est parce que l'État est derrière. C'est parce que l'État prend des risques au cas où il y a un défaut de paiement. C'est l'État qui devra l'assumer. Autrement dit, quand on dit l'État, c'est rien d'autre que le peuple. Puisque l'État, l'argent de l'État n'est rien d'autre que ce qui a été collecté auprès du peuple. Très bien. Et pour couronner le tout, non seulement les dividendes ont été versés, et donc du coup aux actionnaires, et du coup on a mis la société, on a fait en sorte qu'elle n'avait finalement que très peu de marge de manœuvre en cas de crise, et ça s'est reproduit à 2 reprises, mais en plus de ça, on fait appel à l'État, donc à l'argent du peuple, et derrière, on va licencier, en plus, ça c'est cerise sur le gâteau, on va licencier. De son côté, Angela Merkel, la chancelière allemande, a sauvé Lufthansa et au passage a récupéré 20% des parts, ce qui lui a permis de bénéficier d'un prix de l'action extrêmement bas. Au final, c'est une très bonne solution pour à la fois sauver une entreprise, mais pas au détriment du contribuable. Donc autrement dit, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque tout va bien, les bénéfices sont reversés aux actionnaires. Et lorsque ça ne va pas, on sollicite l'État, qui n'est rien d'autre que l'argent du peuple, pour pouvoir, à ce moment-là, se protéger et faire en sorte que la société ne coule pas pour pouvoir repartir. Okay, et s'il le faut, on restructure la société, ce qui signifie licencier une partie de ce peuple. La réalité, c'est quoi aujourd'hui? C'est que Renault est à la limite de sortir du CAC 40. C'est que l'agence Moody's a placé Renault dans la catégorie des obligations pourries. Et là, le sujet, ce sont 180 000 salariés dans 39 pays. Alors la grande question, c'est de comprendre comment ce fonctionne est mis en place, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à ce système qui paraît a priori contradictoire avec l'objet de l'État même et de sa fonction, qu'est-ce qui permet justement de mettre tout ça en place? Alors comme toute grande industrie, le secteur de l'automobile n'échappe pas, il y a pour cela tout un fonctionnement de lobbying, c'est-à-dire des groupes d'influence pour mettre pression auprès des politiques pour pouvoir faire en sorte que des décisions législatives soient en faveur au niveau des sociétés, que ce soit des groupes en France de pression et de lobby en France et ainsi que au niveau de la communauté européenne qui vont siéger carrément à Bruxelles, qui vont avoir une présence physique à Bruxelles même pour pouvoir être au contact directement avec les différents parlementaires. Pour vous donner juste un nom d'un groupe de pression, de lobby, Plateforme Automobile, qui regroupe 4000 entreprises du secteur de l'automobile donc, et pèse environ 400 000 emplois en France. Le président de Plateforme Automobile est Luc Châtel, ancien maire, ancien délégué, ancien ministre, ancien député européen. Il est tout simplement le président de ce groupe de lobbying qui fait pression auprès des politiques, que ce soit au niveau national et encore une fois au niveau de la communauté européenne, qui permet ensuite d'obtenir des décisions en faveur des entreprises. On rencontre des profils divers parmi les lobbyistes, des entreprises privées, des groupes de lobbying patronaux ou sectoriels, des ONG, des syndicats, des sociétés de conseil spécialisées de lobbying, des cabinets d'avocats et des think tanks. À Bruxelles, entre 15 000 et 30 000 lobbyistes sont actifs, ce qui représente entre 20 et 40 lobbyistes par député. Seuls 12,5% représentent les salariés des droits humains, l'environnement, tandis que le reste travaille pour le capital. Environ 500 multinationales et quelques 1500 organisations patronales ont des bureaux dans la capitale européenne. Par exemple, on peut apprendre sur le site LobbyFact que le groupe allemand, le Volkswagen, a dépensé près de 3 millions d'euros en lobbying, montant qui a été multiplié par 5 en moins de 10 ans. Aussi, le groupe dispose de 17 lobbyistes déclarés officiellement, dont 4 ont une accréditation du Parlement européen et ayant participé à 70 commissions. Et pour convaincre les politiques, l'argument phare est la suppression d'emplois. Selon l'Observatoire européen, mettez en garde la Commission
et les parlementaires européens quant au risque que le projet de politique qui ne vous est pas favorable provoquera des pertes d'emplois ou mettre à mal la compétitivité de l'Union européenne sur le marché mondial. Menacez de délocaliser vos sites de production en dehors du vieux continent parce que vous craignez une hausse de vos coûts. De nombreuses résolutions environnementales ont été conclues pour réduire la circulation de véhicules polluants, notamment les moteurs diesel. En 2015, environ un quart des émissions de l'Union européenne provenaient du secteur des transports. Mais cela correspond à une perte économique pour les constructeurs et donc leurs lobbies font pression avec la menace de perte d'emploi évaluée à 38 000 postes en France. Et bien sûr, comme pour d'autres industries, là où il y a lobby, il finit par y avoir scandale. Dans le secteur de l'automobile, il s'agit du Dieselgate qui éclate en 2015. Les consortiums ont manipulé les logiciels lors des tests pour ensuite émettre 10 à 20 fois plus de CO2 une fois le véhicule en circulation. Désarmée face au scandale, l'Union européenne peine à imposer des sanctions et surtout des dédommagements pour ses consommateurs, tandis qu'aux États-Unis, le géant automobile allemand devra débourser près de 15 milliards de dollars pour solder des procédures au civil. Et on apprend par la suite que ce scandale touche également les constructeurs français, PSA, Renault, ce qui expliquerait peut-être un manque de réaction et de sanctions de la majorité des gouvernements européens encore à ce jour. Les conclusions des tests réalisés par ISAT, Institut supérieur de l'automobile et des transports, sont sans équivoque. L'existence d'une modification des dispositifs de dépollution permettant l'adaptation à la procédure d'homologation de façon différente de conditions d'utilisation réelles. Donc ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que dans un premier temps, d'un point de vue purement économique, c'est que toute entreprise, lorsqu'elle réussit, elle génère des profits. Lorsqu'elle échoue, qu'elle prend des mauvaises décisions, elle doit impérativement se transformer en perte pour les décisionnaires, les actionnaires, les propriétaires. C'est impératif. Sinon, le marché est biaisé. Si quand tout va bien, eh bien, on gagne de l'argent et lorsqu'on prend des mauvaises décisions, eh bien, on n'en perd pas, eh bien, forcément, ça donne un marché complètement biaisé. On a eu l'équivalent en 2008 avec la crise financière, justement, où les banques avaient extrêmement pris des risques au niveau, justement, de la spéculation avec des produits toxiques comme les subprimes. Ils avaient donc été attirés par ce type de produit pour essayer de faire en sorte de générer un maximum de profit, peu importe les risques qu'elles prenaient et qu'elles faisaient prendre aussi à leurs clients. Et lorsque ça a échoué, lorsqu'il y a eu la crise, lorsque tout a explosé, ils ont fait ensuite appel aux différents États et aux différentes communautés pour pouvoir être financés et éviter qu'ils fassent faillite. Du coup, on a un modèle où les propriétaires ne se préoccupent que de maximiser leurs profits. Finalement, les gains sont privés, mais lorsqu'il y a des dettes, ces dettes-là sont publiques car on va faire appel à l'État et donc du coup à l'argent du peuple. Et à chaque fois qu'il y a un financement effectué par l'État sous la menace de licenciement, et d'ailleurs que ces licenciements se réalisent malgré tout, eh bien c'est toujours au détriment du peuple, c'est-à-dire moins de services publics, c'est-à-dire plus d'impôts, c'est-à-dire plus d'inflation, plus de précarité et de plans d'austérité. Toujours au profit de ceux qui s'enrichissent quand tout va bien et qui se protègent quand ça va mal, au détriment du peuple. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à bientôt pour un prochain épisode. Bis and kiff.